Donc, on a l'immense plaisir de recevoir Stéphane Goldin, dont on va dire quand même quelques mots, lieutenant-colonel de réserve de Tsahal, ancien commandant d'unité d'élite, analyste sécurité et défense sur I24 News et dans de nombreux médias. On le voit souvent, effectivement, à la télévision, conseiller en stratégie pour plusieurs institutions israéliennes. Il va nous parler essentiellement, c'est un sujet centré autour de la question iranienne. Alors, je vais rappeler les règles du jeu. Stéphane Goldin expose. À la fin, il y a la possibilité de poser des questions. Le conférencier est ici. La salle pose des questions. C'est-à-dire qu'on essaye qu'il n'y ait pas de conférence parallèle en même temps. Et on est au moins sûr. Deuxième règle du jeu, surtout n'oubliez pas de rallumer vos portables à la fin de la conférence. Voilà. Et donc, c'est à vous. Merci. Merci à vous. D'abord, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que je viens à l'Écuge. J'ai toujours eu énormément de messages me disant « il faut que tu ailles à l'Écuge, il faut que tu ailles à l'Écuge, il se passe des choses extraordinaires à l'Écuge ». Et encore ce matin, j'avais un rendez-vous à 9h du matin, c'est ce que je disais à Gad, et quelqu'un m'a dit « écoute, tu vas à l'Écuge, c'est extraordinaire, il faut que ce truc-là explose parce qu'ils font des choses extraordinaires ». Donc je suis ravi d'être là. Et je suis aussi ravi d'être parmi vous pour vous parler de sujets qui sont relativement sensibles, c'est vrai, mais qui aujourd'hui touchent évidemment l'État d'Israël, mais aussi qui vous touchent à tous ici, en diaspora. À l'heure où je vous parle, là actuellement, il faut savoir qu'une bonne partie de la population israélienne se trouve là actuellement dans les abris. Il y a eu un missile balistique qui a été tiré du Yémen sur le centre d'Israël, et on peut dire que toute la région du Sharon, du centre, et peut-être aussi du côté de Jérusalem, se trouve actuellement dans les abris. À l'heure où je commençais, on venait d'avoir l'alerte. Et tout ça, évidemment, a un lien, évidemment, avec le sujet principal dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle l'Iran. Et pour parler de l'Iran, parce que qui est, dans le fond, la tête du serpent, pour dire clairement les choses, de tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, même si, je dirais, ces derniers jours, on voit une évolution qui va peut-être pas dans le sens où peut-être nous, on aurait imaginé que ça aille, compte tenu avec la visite de Trump dans la région, que ce soit en Arabie Saoudite ou au Qatar. On voit très bien qu'il y a aujourd'hui une véritable présence, un véritable ennemi qui menace non pas qu'Israël, mais qui menace, je dirais, l'ensemble de la paix au Moyen-Orient et dans le monde. Et donc, c'est pour ça que quand je disais que c'est vrai que Israël est importuné, est important, mais cela aussi impacte, je dirais, directement les politiques à l'international, en Occident, aux États-Unis et dans le monde entier. L'Iran, c'est un grand pays qui est à peu près la dimension 3 fois comme la France. L'Iran a développé une industrie nucléaire qui est située et éparpillée sur l'ensemble du territoire iranien, souvent enfouie très profondément sous terre, avec 2 bases principales qui sont Natanz, qui est franchement enfouie d'une façon très profonde sous terre, et Fardo qui se trouve dans la montagne, c'est-à-dire creusé dans la montagne. Pour arriver en Iran, pour un avion israélien, c'est complexe parce que c'est 1200 km. Mais ce n'est pas la question d'y aller, c'est la question du retour. Mais on va parler de tout cela. L'Iran aussi, c'est une très forte armée. Actuellement, Israël est au 15e rang au niveau, il y a un classement, je dirais, de toutes les armées du monde. Et Israël est aujourd'hui au 15e niveau, l'Iran est au 14e. Ils nous ont dépassés en 2022. L'Iran, c'est 600 000 hommes, plus 300 000, je dirais, paramilitaires, qui sont souvent les gardiens de la révolution ou les paradins. C'est aussi
plus de 450 000 réservistes, l'Iran. Donc c'est une armée qui est très forte, avec un armement qui est bien différent que l'armement israélien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ont beaucoup moins d'avions de chasse, mais ils ont une défense aérienne qui est très importante et très forte, avec ce qu'on appelle des S-300, qui est une de la défense aérienne qui vient de Russie. Et ils ont aussi su développer une industrie de drones qui est une des plus importantes aujourd'hui du monde, puisque aujourd'hui, ces drones sont fournis à l'armée russe et même sont aujourd'hui construits directement en Russie, souvent d'ailleurs dans des usines soi-disant d'automobiles. L'Iran, c'est aussi un régime, le régime des mollahs, qui n'est pas un régime autoritaire, c'est un régime dictatorial. Il y a une différence entre un régime autoritaire et un régime dictatorial. C'est un régime qui prône une certaine forme d'obscurantisme, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'Iran, ce ne sont pas des Arabes. L'Iran, ce sont des Perses. Et les Perses, c'est un peuple qui est très intelligent. Si on regarde dans l'histoire du monde, aujourd'hui, il reste 3 peuples qui vivent depuis des milliers et des milliers d'années sur la Terre. Ce sont les Perses, les Chinois et nous, les Juifs. Et donc, ils sont là et ils ont évidemment des velléités d'hégémonie, pour dire clairement les choses, sur la région. Une velléité aussi de vouloir accentuer un conflit interreligieux dans la population musulmane entre ce qu'on appelle les chiites et les sunnites. Ce combat entre sunnites et chiites nous a, en Israël en tout cas, beaucoup aidé pendant de longues et longues années. Tant qu'ils se mettaient sur la figure entre eux, ça nous arrangeait, pour dire clairement les choses. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait un président américain qui s'appelait Barack Obama, qui a voulu, Barack Hussein Obama exactement, qui a voulu, je dirais, mettre au même diapason l'Iran, les sunnites et les chiites. Donc on a vu, d'ailleurs à ce moment-là, l'Iran remonter au détriment de ce qu'on appelle au détriment de l'Arabie saoudite, qui était, je dirais, le pays qui menait, je dirais, le monde arabe, le monde sunnite. Israël est face à une complexité face à ce territoire iranien. On ne va pas se raconter d'histoire. La question que tout le monde me pose, la première question que l'on me pose, on me dit, est-ce qu'Israël peut attaquer un territoire comme l'Iran? Je vais tout de suite vous répondre, non. Israël n'a pas la capacité militaire d'attaquer seul un territoire comme l'Iran. Mais je vais revenir là-dessus parce que c'est vrai et pas complètement vrai. Israël n'a pas la capacité d'attaquer les infrastructures nucléaires iraniennes. On a bien vu qu'Israël était capable de toucher le territoire iranien, et on l'a vu ça au mois d'avril dernier. Et si aujourd'hui, on arrive à faire, nous, des raids jusqu'au territoire yéménite qui se situe à 2000 km, c'est-à-dire qu'on est aussi capable de faire des territoires, de toucher l'Iran qui se trouve à 1700 km de chez nous. Israël ne peut pas seul toucher les infrastructures nucléaires, et si elle devait toucher les infrastructures nucléaires, cela devrait se faire avec les Américains. Et encore, pas avec n'importe quelle armée américaine. Pour cela, il nous faut ce qu'on appelle des gros avions, qu'on appelle ça des B-2, qui ont les seuls avions qui ont une possibilité de porter un nombre de bombes qui sont de très grosses puissances et surtout qui sont très perforantes. De plus, s'il devait y avoir ce type d'attaque devrait se faire d'une façon simultanée, parallèle, pour pouvoir toucher au même moment, en temps T, les endroits stratégiques pour détruire l'arsenal nucléaire iranien. On n'est pas sûr d'y arriver parce qu'on n'a pas une connaissance complète et concrète de l'ensemble des endroits où sont
cacher l'arsenal nucléaire iranien. Même l'AIEA le reconnaît aujourd'hui. On sait très bien que l'AIEA, que les Iraniens cachent certains endroits encore à l'heure où je vous parle aujourd'hui. D'où d'ailleurs la question qui se pose et qui va se poser dans les jours qui viennent avec le 4e round des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Comment on va donner la possibilité aux Iraniens peut-être d'accéder à l'arme nucléaire, parce que concrètement, c'est ça qui va se passer. Et il n'y aura pas eux qui toucheront l'arme nucléaire, il y aura aussi l'Arabie saoudite qui l'aura. Et c'est comme ça que les choses vont se, je dirais, calmer et s'équilibrer. Mais la question qui va se poser, il va falloir à un moment donné un peu plus de transparence. Or, pour le moment, ces Iraniens jouent, je dirais, un jeu qui n'est pas complètement clair. Pourquoi ils jouent un jeu qui n'est pas clair? Parce que aujourd'hui, l'Iran, où il y a eu un embargo, mais où ils ont su aussi contourner cet embargo. Et comment ils ont su contourner cet embargo? C'est très simple. C'est-à-dire que les sociétés iraniennes qui étaient impactées par l'embargo se sont recréées sous un autre nom du côté irakien. Et je peux vous dire que tous les pays du monde ont fait du business avec l'Iran, sachant avec des sociétés irakiennes, sachant très bien que c'était derrière des sociétés iraniennes, surtout sur des questions de composants électroniques, etc. Peut-être que vous vous souvenez, il y a peut-être à peu près 2 ans, un bateau qui a coulé dans le lac de Côme, ou le lac de Garde, en Italie. Et à l'intérieur, il y avait des Russes, il y avait des Américains, il y avait des Israéliens, il y avait des Iraniens, il y avait, je dirais, tous les services secrets du monde entier qui se retrouvaient dans cette histoire-là. Et pourquoi ils allaient là-bas? Tous, parce qu'il faut savoir que quand on regarde une carte et quand on regarde Google Maps, tout simplement, et on regarde qui est dans cette bande de terre autour, je crois que c'était du lac de Garde ou du lac de Côme, j'ai plus le... Il s'avère qu'il y a toute une industrie d'éléments et de composants électroniques qui servent justement à la constitution d'armes, ou en tout cas du process nucléaire que veulent monter l'Iran. Quand je vais parler de l'Iran, je vais aussi faire un tour géographique de ce qui se passe chez nous. Pourquoi je vais faire ce tour géographique? Parce que tout est impacté à cause de l'Iran. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe encore à Gaza, où je voudrais rappeler simplement que nous avons toujours 58 otages, et d'après les informations que nous avons eues aujourd'hui, il n'y aurait plus que 20 qui seraient en vie. Tout ça a été fait en parallèle avec l'Iran, même si l'Iran n'était pas très chaude sur l'opération du 7 octobre. L'Iran avait d'autres projets. Sinois a fait un très beau cadeau aux chiites, puisque du coup, que ce soit au Hezbollah, que ce soit l'Iran, ils ont quand même perdu énormément de pouvoir dans cette affaire. Mais ça nous a coûté et ça continue à nous coûter. Ce qui se passe, c'est que le Hamas a toujours été en phase et en lien très fort avec l'Iran. Ils ont eu un financement iranien. Ils ont eu aussi un financement qui venait du Qatar. Mais ça, c'est différent. On parlera du Qatar après. Le Qatar qui finance plutôt les frères musulmans. Mais toujours est-il que l'Iran a été derrière chaque process et il y a eu un feu vert à chaque opération du Hamas par Téhéran. Concernant Gaza, je vais faire une petite parenthèse pour vous donner la situation où l'on est. Actuellement, c'est vrai qu'il commence à y avoir peut-être des négociations sur la libération des otages, je dis bien peut-être, mais concrètement, à l'heure où je vous parle, les choses sont complètement bloquées, parce qu'il y a un pas en avant, 2 pas en arrière, et concrètement, concernant le Hamas, il faut savoir avec qui on parle. Est-ce que c'est le Hamas qui est au Qatar, ou est-ce que c'est le Hamas qui est à Gaza? Et souvent, le discours n'est pas tout à fait le même. De plus, le Hamas, pour le moment, essaye de jouer le temps parce que les otages sont leur dernière carte.
Et quand aujourd'hui, il y a 4 jours, ils ont libéré Idan Alexander, c'est parce qu'ils étaient face à une double pression, une pression américaine et une pression israélienne, et ils ont préféré lâcher sur la pression américaine pour jouer autre chose. Alors aujourd'hui, on entend pas mal de sons de voix du Hamas, comme quoi ils aimeraient jouer la négociation, mais quelle va être la contrepartie? Ok, ils veulent libérer les otages, mais pour nous, il est impossible de revoir le Hamas sur le territoire de Gaza. Parce que concrètement, c'est la sécurité d'Israël qui est mise en jeu dans cette affaire. L'histoire de Gaza, elle n'a pas commencé le 7 octobre, l'histoire. C'est une question qui dure depuis déjà 15 ans ou 16 ans. Le bombardement du sud d'Israël était quotidien depuis 15 ou 16 ans. Alors je vais vous dire franchement, oui, il va falloir à un moment donné une véritable commission d'enquête nationale pour que tout le monde puisse prendre ses responsabilités dans sa paix. Et ça, on n'en est pas encore là parce que certains ont peur de cette commission nationale. Et on peut comprendre. Mais toujours est-il que les plus grands responsables, en tout cas militaires, de la défense, ont pris leurs responsabilités. On dit clairement, oui, on a fauté, et il y a eu énormément d'erreurs. D'autres, qui sont à d'autres niveaux du politique, on va dire ça comme ça, n'ont pas encore pris leurs responsabilités, mais à un moment donné, il va falloir le faire parce qu'on n'aura pas le choix. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à comprendre ce qui s'est passé, et peut-être comme ça qu'on ne réitérera pas les mêmes erreurs, même si, le 7 octobre 2023, on était exactement 50 ans et un jour après la guerre de Kippour, et on n'a peut-être pas bien appris comment les choses ont évolué. Israël a décidé, je dirais, d'avoir une autre stratégie depuis maintenant une semaine, 2 semaines. Elle n'a pas encore été concrètement mise en place. C'est ce qu'on appelle l'opération Char de Gédéon. Actuellement, pour votre information, Israël occupe pratiquement 35% du territoire de Gaza. Quand je dis... Vous avez besoin de mon micro ou pas? Non. Ouais, non. 35% pour la caméra. Oui. 35% du territoire de Gaza. Sur la frontière nord, est-ouest, tout le long nord-sud, jusqu'à la bande de Rafah, il y a actuellement à peu près une entrée des troupes israéliennes qui stationnent sur ce territoire qui est à peu près de 3-4 km et qui maintiennent. Pour l'instant, il reste encore une bande qui est toujours sans occupation ou annexion, vous choisirez le mot qui vous plaira, des soldats israéliens, qui est de la mer à cette bordure de sécurité. Parallèlement à cela, Israël a mis en place un couloir, un corridor humanitaire entre l'axe Philadelphie, qui se situe sur la frontière jordanienne, et l'axe égyptienne, merci, égyptienne, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, jordanien, oui, excuse-moi. Non, parce que je sais que j'ai en parlé tout à l'heure, de l'axe jordanien, merci. Sur la frontière, donc, sur la frontière égyptienne, jusqu'à ce qu'on appelle l'axe Morag, où là, il va y avoir 3 points de distribution pour les populations gazaouites, qui seront contrôlés par un organisme international dont Tsahal contrôlera, pour pas qu'il n'y ait la possibilité aux terroristes du Hamas de vouloir rentrer sur cette bande-là, donc elle va être, entre guillemets, stérilisée. Et les Gazaouis vont recevoir à peu près 70 kilos de nourriture et d'aide humanitaire par semaine, par famille. À titre personnel, et je l'ai toujours dit, j'ai toujours été contre l'aide humanitaire en temps de guerre sur la bande de Gaza. Est-ce que vous imaginez Poutine donner de l'aide humanitaire à Zelensky?
De plus, quand on regarde l'histoire de toute l'évolution de la libération des otages depuis le 7 octobre, on a réussi à avoir des négociations dans la première phase jusqu'au mois de novembre 2023. Pourquoi ? Parce que justement, on a fait un blocus. Au moment où on a eu une pression internationale et on a dû débloquer l'aide humanitaire, les choses se sont arrêtées, les négociations se sont arrêtées, et du coup, on a eu pendant presque 9 mois plus de libération d'otages. La nouvelle opération, la nouvelle stratégie militaire qui va être mise en place, elle va être différente. Jusqu'à présent, les forces de Tsahal rentraient sur le territoire et ressortaient. C'était des allers-retours. Pourquoi ? Pour des raisons aussi de sécurité. Il y avait eu aussi des zones qui n'ont pas été touchées concrètement par les forces de Tsahal. Pourquoi elles n'ont pas été touchées ? Parce qu'on avait assez de renseignements pour savoir qu'il y avait peut-être une localisation d'otages. Lors d'une des différentes libérations d'otages il y a quelques mois, il y a 4 mois ou 5 mois, il y a eu la libération de 4 otages dans un endroit qui s'appelle Daïr el-Balach, qui se situe juste un petit peu au nord de Khan Younes. Et quand on regardait les images de cette libération, on s'apercevait que dans le fond, il y avait des immeubles qui étaient complètement normaux, avec même de l'électricité. Les forces de Tsahal n'ont pas pu rentrer là-bas. Elles n'ont pas pu rentrer là-bas parce que le renseignement israélien et les renseignements qui venaient ou du Shabak ou de Tsahal, peu importe, avaient donné des informations comme quoi, oui, il y avait à cet endroit-là une grande possibilité, un grand pourcentage qu'il y ait des otages dans ces endroits-là. Et donc, s'il y a eu des opérations qui avaient été préparées, elles n'ont pas pu être mises en place parce que ces opérations auraient mis en danger et les soldats israéliens et évidemment les otages. Et je voudrais quand même rappeler quelque chose, parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites. La priorité de chaque soldat israélien et de chaque personne en Israël, et je n'en connais pas beaucoup qui n'ont pas cette priorité, c'est avant et avant tout la libération des otages. Ça passera toujours avant. Et Israël n'a jamais laissé quelqu'un derrière. C'est dans son ADN, c'est dans son éthique. C'est dans son éthique, vous aurez le temps pour poser les questions après. Et encore il y a quelques jours, on a ramené un soldat qui était tombé dans le combat de Sultan Yaqub le 11 juin 1982. Feldman. On avait ramené Baumel 2 ans avant. Et il y a toujours cette volonté, en tout cas, pour les soldats israéliens, en tout cas, de tout faire pour ramener avant tout, et en premier lieu, les otages. Deuxièmement, je voudrais aussi rappeler une chose concernant Gaza, où depuis que je suis arrivé à Paris il y a quelques jours, et je vois dans la presse des choses qui me... Enfin, ouais. Gaza n'est pas Auschwitz. Gaza n'est pas Auschwitz, que les choses soient claires. Il n'y a aucun soldat israélien qui se lève le matin et qui va se dire « aujourd'hui, on va exterminer du Palestinien ». Non. Si vous regardez bien les images des différents justement terroristes du Hamas que l'on voit et qui accompagnent souvent les otages libérés, vous verrez d'ailleurs qu'ils se portent très bien. Ils ne sont pas très maigres. Et souvent, ils ont même de l'électricité dans leur téléphone pour le recharger. Donc, les choses ne sont pas si catastrophiques comme on pourrait le penser pour les Gazaouis. Et pour avoir été plusieurs fois sur ce front-là, je peux vous dire une chose, c'est que peut-être que les Gazaouis n'ont jamais aussi bien mangé pendant qu'il y avait l'aide humanitaire pendant cette période qu'auparavant.
Alors c'est vrai qu'il y a cette notion de victimisation qu'ils connaissent bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, quelqu'un me parlait de l'Algérie, d'ailleurs, et je faisais un parallèle entre, dans le fond, l'Algérie qui est toujours victime, c'est jamais eux, c'est toujours les autres, et aussi peut-être le monde palestinien. La pression va être très forte dans les jours et dans les semaines qui viennent, et il y a ces 72 dernières heures, Israël a touché à peu près 50 cibles sur le territoire de Gaza, donc la pression continue à monter. La question que vous allez me poser, est-ce qu'on a tout intérêt à faire monter cette pression militaire quand on a des otages à l'intérieur? Ce qui est légitime. Ce qui est légitime. Moi-même, j'ai douté. Moi-même, j'ai douté. On était sous une phase où, je dirais, rien n'avançait. L'encéphalogramme était plat. Et à un moment donné, il a fallu faire des choses. Négociation, on n'arrivait à rien, un pas en avant, deux pas en arrière. Comme je vous l'ai dit, quand la tête du Hamas à Doha disait blanc, la tête du Hamas à Gaza disait blanc, noir, et donc on n'arrivait pas à avancer. Et peut-être que la pression militaire va faire qu'il va y avoir des risques qui vont être pris. Et le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major, qui a une vision qui est bien différente des autres chefs d'état-major, l'a pris en compte et il l'a redit lors d'une réunion qui s'est passée il y a quelque temps avec l'ancien des commandants du Front Sud. Oui, il va y avoir des risques, ces risques seront pris à minima, mais pour dire clairement les choses, je vais vous avouer quelque chose, le travail à Gaza, il est loin d'être terminé. À l'heure où je vous parle, Israël a détruit 25 à 27% des tunnels. Donc il y en a encore beaucoup. Et pourquoi il y a cette volonté de rentrer et d'y rester? C'est parce que juste à présent, on rentrait et on sortait. Quand on rentrait, il rentrait dans les tunnels, et quand on ressortait, il ressortait des tunnels. Maintenant, la question aussi qu'il va falloir se poser, c'est si demain, il y a, comme on le dit, une annexion du territoire de Gaza, il va falloir aussi que nous, en Israël, fassions aussi notre propre réflexion, critique, autocritique. Qu'est-ce que l'on veut faire de ce territoire? Et c'est peut-être aussi une critique que je pourrais faire vis-à-vis du gouvernement actuel. C'est que cette réflexion-là sur l'après, qu'est-ce que l'on veut faire de ce territoire-là, n'a pas été du tout prise en compte. Jamais. Et aujourd'hui, on est face à une situation où on n'a pas trop le choix. Moi, je ne fais pas du tout de politique, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité des gens qui vivent en Israël et des gens qui sont justement en bordure. Quelles étaient, dans le fond, et quelles sont les solutions que nous avons face à nous? Nous aurions pu créer une force d'interposition avec les Égyptiens. Les Égyptiens ne veulent pas. Je vais parler de l'Égypte maintenant. Nous aurions pu demander aux pays qui ont signé les accords d'Abraham de venir et de se placer sur le territoire, mais ils ne sont pas très intéressés. Nous aurions pu demander à une force internationale de venir sur le territoire, mais comment dire, on a une certaine expérience de ce qui s'est passé dans le Nord. On aurait pu aussi demander, comme certains l'ont fait, à l'autorité palestinienne de venir et de gérer ce territoire. Or là, on a un autre problème, c'est que nous sommes face à une autorité palestinienne qui est complètement corrompue, qui n'arrive pratiquement plus non plus à gérer la Judée-Samarie, pour dire clairement les choses, où en Judée-Samarie, vous avez pratiquement aujourd'hui 67 à 70% de la population palestinienne qui est complètement en phase avec les idées du Hamas, et dont vous avez un chef vieillissant qui ne tient plus grand-chose et qui dit un jour blanc, qui dit un jour noir, tout dépend comment le vent tourne et où sont ses intérêts. Mais où sont ses intérêts, c'est normal. Et je le redirai aussi pour Trump et je le redirai pour tout le monde. Les relations internationales, ce n'est pas pour se faire des amis.
c'est pour défendre d'abord ses intérêts, que les choses soient claires. Et donc, il nous restait quoi? C'était une présence israélienne sur le territoire de Gaza. Maintenant, cette présence israélienne, combien de temps elle va rester et jusqu'où et pour combien de temps? Ça, c'est une autre question qu'il faudra se poser. Parce que l'idée d'une migration des populations gazaouites sur un autre territoire est un sujet qui n'existe pas dans la vraie vie. On ne va pas se raconter d'histoire. Oui, il y a eu des immigrations, et les Juifs, d'ailleurs, en 1947 et 1948, des pays musulmans ont été obligés de migrer. Il y a eu une migration obligatoire. On pourrait aussi jouer. Mais aujourd'hui, on n'est plus en 1948. Et concrètement, personne n'en veut. Enfin, moi, j'aurais souhaité, à titre personnel, que le Qatar, qui a beaucoup d'argent, qui a continué à financer le Hamas jusqu'à il y a encore 2 mois, et qui a même donné l'immunité politique et diplomatique aux responsables du Hamas, même après le 7 octobre, puissent les prendre. Ils ont de la place, ils ont de l'argent, mais bon, pas très intéressés. Toujours est-il que on est face à une complexité qui fait que nous allons devoir rentrer et rester sur le territoire de Gaza, avec les risques que cela comporte. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais auparavant. Oui, il va falloir qu'en Israël aussi, qu'on puisse s'asseoir à une table, tous ensemble, et savoir et décider ce que l'on veut faire de ce territoire, comme il faudra un jour décider de ce que l'on veut faire de la Judée-Samarie aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. En plus, et pour terminer sur ce sujet de Gaza, il faut à tout prix maintenir une bordure de sécurité au-delà du territoire israélien, comme on le fait actuellement dans le Nord, parce qu'on ne peut plus se permettre que nos populations puissent être en danger comme elles l'ont été. Parce que pour les populations du Sud, je voudrais simplement rappeler que le 7 octobre est l'apogée d'un process qui a commencé depuis 15 ans ou 16 ans. Et je peux vous dire que tout le monde en Israël, le 7 octobre, à 6h32, quand il y a eu les premières sirènes sur nos téléphones, beaucoup, on s'est dit, bon, comme d'habitude, un truc qui tombe sur le Sud. C'est après, à 6h37, où les choses ont commencé à... On s'est dit, non, c'est pire. On est dans une autre phase. On va passer un petit peu au nord, et il y aura toujours un lien avec la question iranienne. Et je vais arriver au nord et à la frontière libanaise, au Hezbollah. Le Hezbollah a un double discours aujourd'hui. Il y a le discours... D'abord, le Hezbollah, c'est 2 têtes. C'est un mouvement terroriste, mais aussi parallèlement un mouvement politique, avec pratiquement, il me semble, 13 députés au Parlement libanais. Et le Hezbollah dit aujourd'hui clairement, écoutez, nous on est prêts à déposer les armes avec une condition, c'est qu'Israël sorte du territoire libanais. Mais Israël est obligé de maintenir sa position sur le territoire libanais, entre ce qu'on appelle le fleuve Litani et la frontière, qui se situe entre 7 et 21 km. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que le Hezbollah essaye à tout prix de revenir sur la frontière israélienne. Et on voit aussi très bien que l'Iran a toujours cette volonté de vouloir aider son proxy. Parce que toute l'histoire du Hezbollah, qui a commencé il y a bien plus longtemps, puisque c'est 1982, elle a été modifiée, je dirais, après la Seconde Guerre du Liban, en 2006. Parce que ce qui se passe en 2006, Nasrallah fait déclencher une guerre, concrètement, après la capture de 3 soldats, le rapt de 3 soldats israéliens,
Et donc, les forces de Tsahal rentrent sur le territoire libanais. Et concrètement, Nasrallah prend une déculottée. Les Iraniens ne sont pas contents du tout de cette affaire. Et Nasrallah est convoqué à Téhéran, après la guerre. Nasrallah, d'ailleurs, est persuadé que c'est fini pour lui. Ils vont le remercier et il y aura quelqu'un d'autre qui prendra la tête du Hezbollah. Or, les Iraniens, peuple très intelligent, changent de programme. Et c'est là où ils vont mettre, en quelque sorte, leur programme de proxy. Et il faut se dire pourquoi nous faire la guerre quand on a des gens comme le Hezbollah, comme le Hamas, qui ne sont pas automatiquement chiites, quand on a les Houthis, mais on va en parler les Houthis, et on va parler tout à l'heure, qui veulent, dans le fond, être en première ligne, nous, on n'a qu'à financer, je dirais. Et donc, le Hezbollah va, à partir de 2006, toucher énormément d'argent et avoir énormément d'armes. Le budget du Hezbollah, c'est à peu près $1 milliard par an, sans compter le trafic d'armes, sans compter le trafic de drogue, qui se passe partout dans le monde, cela soit en Amérique du Sud, en Afrique aussi, et évidemment sur le continent européen. Aujourd'hui, l'Iran se retrouve dans une situation où elle ne peut plus passer les armes via la voie originelle qui était la Syrie. Par contre, aujourd'hui, ils ont un autre système pour passer les armes au Hezbollah. Cela passe par les voies aériennes ou les voies maritimes. Pourquoi ? Parce que le port de Beyrouth, à l'heure où encore je vous parle, est toujours géré par une grande majorité de gens qui sont liés au Hezbollah, et le port de Beyrouth est également en partie géré par des gens qui sont aussi proches du Hezbollah. Le général Aoun, qui est aujourd'hui le président de la Syrie, concrètement, du Liban, comme j'extrapole un petit peu, le général Aoun, qui est le président du Liban, merci. Joseph, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, général. Oui, général, il est général, il est général. Oui, général. Joseph Aoun, mais il est général. Aoun. Je pense que c'est quelqu'un qui a franchement des velléités peut-être qui sont bonnes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'a pas du tout encore les moyens pour désarmer le Hezbollah. Et tant qu'il n'aura pas désarmé le Hezbollah, rien ne se passera. Et le problème pour désarmer le Hezbollah, le président du Liban, Aoun, il va falloir ce qu'on appelle lui donner du geld, de l'argent. Le problème, c'est que vous avez énormément de gens en Europe, aux États-Unis, mais plus particulièrement en Europe et plus particulièrement ici, qui font beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de diseux, mais très peu de faiseux, pour dire clairement les choses. Donc on vient, on s'approche, on va tout de suite parler devant les micros, devant les caméras, c'est très bien. Mais le problème, à un moment donné, il va falloir passer aux actes. Et donc, tant que le Liban n'aura pas une véritable aide internationale économique pour pouvoir se reconstruire, l'Iran va être dans une situation qui va être complexe. Et je ne sais pas combien de temps Aoun va pouvoir tenir. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le Liban va être dans une situation complexe et je ne sais pas combien de temps ce pays va pouvoir tenir dans ces conditions-là. Une grande majorité des Libanais, je peux vous le dire, on écoute les radios au Liban, on écoute beaucoup de choses, franchement, on en ras-le-bol. Il faut savoir qu'à Beyrouth, il y a encore peu, il y avait 2 heures d'électricité par jour. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'électricité à Gaza qu'à Beyrouth. La population se sent fragilisée. L'argent a disparu. Il y a un taux de pauvreté qui est énorme et les populations ne savent plus à qui, concrètement, se vouer. Il va falloir à tout prix aider le Liban, mais peut-être que les choses
vont s'éclaircir avec ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Ce que je dis là, eh bien écoutez, je ne l'aurais pas dit la semaine dernière. Parce que la Syrie, donc, excusez-moi, je reviens sur le Liban et je termine sur le Liban. Pour l'instant, Israël maintiendra son positionnement sur le territoire libanais pour la simple et unique raison, c'est que la bande de sécurité doit être du côté libanais et non pas du côté israélien. Si demain nous devons quitter les 5 positions que nous avons au sud Liban, nous savons très bien que le Hezbollah reviendra sur la ligne de front et les populations du nord, qui sont, on peut dire, à 95% revenues sur l'ensemble des villes, des villages, des kibbutzim, des moshavim dans le nord d'Israël, devront encore une fois repartir. Actuellement, il y a une phase de reconstruction qui se passe dans tout le nord d'Israël, et il y a aussi une phase de replantation, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a eu aussi un désastre écologique très important dans le nord d'Israël, avec des champs entiers, des forêts entières qui ont cramé, pour dire clairement les choses, et il faudra des années pour que les choses reprennent force et que la nature revienne à son meilleur. C'est pour ça que je voulais passer sur la question syrienne. Et là, la question syrienne est quelque chose qui nous importe et que nous regardons comme, je dirais, le lait sur le feu. Quand il y a eu ce changement de pouvoir sur le territoire syrien, on a regardé ce nouveau président syrien, Al-Joulani, mais on sait très bien d'où il vient. On sait très bien qu'il y a encore 6 mois, il était interdit de tout persona non grata encore aux États-Unis. Il serait rentré en prison. On sait très bien aussi de quelle, je dirais, philosophie, quelle Al-Qaïda, etc., comment les choses, leurs réflexions. Et on sait très bien que la philosophie d'Al-Joulani, c'est aussi de vouloir, in fine, créer ce que l'on appelle la Grande Syrie. Le nouveau drapeau syrien, c'est le drapeau, en quelque sorte, de la future Grande Syrie. Et la Grande Syrie, c'est quoi? C'est la Syrie actuelle, c'est le Liban, c'est une partie de la Jordanie, et c'est Israël. Juste une seconde. Oui. Vous allez me couper dans mon élan, là. Non, mais juste... Non, juste... Après, je perds le fil, après, je vais parler des coccinelles. Et tout. Non, on va juste pas parler tout de suite des coccinelles. Mais comment expliquer, vous avez très bien exposé au début sur l'Iran que le système des proxys, comment le système a pu s'effondrer en Syrie si rapidement malgré la proximité de l'Iran? J'y arrive. Soyez. Où j'en étais maintenant? Oui. La Grande Syrie. Israël a décidé de rentrer sur le territoire syrien sur une bande à peu près de 15 km en prenant le Hermon syrien, qui est évidemment bien plus haut que le Hermon israélien, et donc avec une vue imprenable sur toute la plaine et pratiquement sur Damas, en espérant qu'un jour on puisse faire une très belle station de ski là-bas. Et donc on est sur à peu près 15 km et on a aussi pris une autre position où nous sommes entrés à hauteur de 60 km sur le territoire syrien, et simplement au niveau du renseignement, ok, pour avoir exactement et pour savoir ce qui se passe. Quand les forces israéliennes sont entrées sur le Hermon syrien, je peux vous dire que les soldats du nouveau pouvoir sont arrivés, ont voulu faire ami, ils apportaient même les anciennes armes de Assad. Et il y avait certaines questions qu'on se posait, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, ça s'est bien passé. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une autre phase, parce que Al-Joulani
a peut-être retiré son costume, son uniforme et aujourd'hui a mis un costume et on voit que le monde entier va se prosterner devant ce monsieur. Mais concrètement, aujourd'hui, il y a de véritables massacres qui se passent en Syrie. Que ce soit la population alaouite, que ce soit la population druze ou les autres. Qu'est-ce que va devenir la Syrie? Pour le moment, je ne sais pas. Il est probable que peut-être ce territoire va se diviser en 3 ou 4 États. Peut-être qu'il y aura un État alaouite le long du littoral, il y aura peut-être un État druze. Toujours est-il que pour le moment, Israël défend cette population druze. La population druze, pour vous donner un ordre, c'est à peu près 1 million de personnes dans le monde. Il y en a à peu près entre 500 et 700 000 qui vivent sur le territoire syrien. Il y en a à peu près 200 000 qui vivent sur le territoire libanais. Et il y en a 120 000 en Israël. Et il y en a 100 000 qui vivent, je dirais, hors du Moyen-Orient. Nous, on a toujours eu d'excellentes relations avec le monde druze en Israël. Et les Druzes servent dans l'armée comme n'importe quel Israélien juif. Et ils ont une confiance, ils commandent, ils ont des grades d'officier, et il n'y a pas de feuille à cigarette, je dirais, qui peut nous séparer. Ce sont ce qu'on appelle des frères d'armes. La population druze du côté syrien a, c'est vrai, à une époque joué quelquefois le jeu de Hassan, mais toujours est-il, elle est restée toujours en réserve. Aujourd'hui, on a besoin de cette population. D'abord, on a besoin de cette zone tampon, concrètement, et d'où la proposition d'Israël de donner une aide très forte aux Druzes de Syrie, parce que aussi, peut-être que demain, il y aura une entité qui sera druze sur cette zone-là. Mais parallèlement à cela, sur le territoire syrien, il y a aujourd'hui un nouvel acteur. Et ce nouvel acteur s'appelle, et on va arriver à s'appelle la Turquie. La Turquie, c'est une des armées les plus performantes au monde. C'est une des armées les plus fortes au monde. Et n'oublions pas une chose, c'est que la Turquie fait partie de l'OTAN. Et qu'aujourd'hui, toute administration américaine, quelle qu'elle soit, ne veut pas se défaire des Turcs au niveau de l'OTAN. Pourquoi? Parce que les missiles, que ce soit des missiles sol-sol ou des missiles sol-air, les plus proches du territoire iranien se trouvent en Turquie. Maintenant, les Turcs ont d'autres velléités. Et c'est là où nous, en Israël, nous commençons à sentir les choses un peu plus complexes. Il y a 2 jours, il y a eu des discussions qui se sont passées au Qatar et en Arabie Saoudite avec des contrats dépassant toute imagination, puisqu'on a parlé de 600 millions de dollars avec l'Arabie Saoudite, 2 milliards, 1000 milliards avec le Qatar. Et il y a eu, à un moment donné, une phrase, une fuite qui est passée, qui nous a énormément alertés et qui a allumé une lumière rouge dans toute, je dirais, la structure sécuritaire israélienne. La phrase a été qu'il est probable que les États-Unis puissent fournir à la Turquie, comme peut-être aussi à l'Arabie Saoudite, ce qu'on appelle des F-35. Ces avions de très haute qualité. Et là, nous rentrons dans une complexité parce que jusqu'à présent, nous avons une supériorité militaire aérienne qui fait que nous avons cette force qui permet de faire reculer toute velléité de n'importe quel pays de vouloir arriver sur notre territoire
avec justement ces F-35. Il y a eu, et Erdogan l'a dit, une volonté turque de vouloir se rapprocher de plus en plus des frontières d'Israël. S'ils se rapprochent des frontières d'Israël, ça veut dire qu'ils vont se rapprocher de ce qu'on appelle le plateau du Golan. Le plateau du Golan, la frontière, elle est là. Et s'ils se rapprochent du plateau du Golan, là, on se retrouve en danger parce que, vous connaissez tous Israël, je suppose, il y a à l'est du Kinneret, du lac de Tibériade, une route qui s'appelle la route 98, qui part de Hamad Gader à Emek Habacha, à la vallée des Pleurs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le chemin d'Eli Cohen, pour ceux qui font du tourisme. Cette ligne-là, cette route-là, c'est la route qui est parallèle à la frontière syrienne. C'est-à-dire que quand vous montez du côté de Tel Saki ou du côté de Emek Habacha, vous voyez la Syrie comme vous pourriez regarder le boulevard Magenta. C'est Lafayette. Voilà. Cela veut dire que si les Turcs rentraient et avaient des velléités pas cachères et dépassaient et rentraient sur le territoire israélien et dépassaient cette ligne de cette route 98, on sait très bien que ça serait un déferlement sur la Galilée et après on sait très bien ce que cela nous en coûterait. Or, aujourd'hui, concrètement, on a des interrogations par rapport à la politique d'Erdogan, qui a coupé court à toute, je dirais, politique, même les enjeux commerciaux qui existaient aujourd'hui entre Israël et la Turquie, qui étaient très forts, commencent à être franchement touchés à leur plus profond. Et donc, on est dans cette situation qui n'est pas claire, parce que Erdogan, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours, entre l'Arabie saoudite, le Qatar, les États-Unis, ce sont le grand vainqueur de cette affaire. Et pour répondre à ta question, les Turcs, qui ont dans le fond remplacé en quelque sorte les Iraniens, la nature ayant horreur du vide, ils sont arrivés. Les Turcs ont tout fait pour aider Al-Joulani à mettre en péril le pouvoir d'Assad, qui était déjà dans une situation fatiguée, avec énormément aussi de rancœur de sa population, un peu comme au Liban d'ailleurs, et qui, dans le fond, il ne fallait pas beaucoup pour que l'allumette qui a été allumée sur la mèche puisse exploser. Et c'est ce qui s'est passé parce que, dans le fond, quand on regarde tout le process de l'avancée des forces d'Al-Joulani sur Damas, ça s'est fait d'une façon très rapide. Et je dirais, le temps de se réveiller le matin, c'était fait, quoi. Donc on regarde aujourd'hui, comme le lait sur le feu, la question syrienne, et d'où aussi notre volonté de ne pas vouloir quitter le territoire syrien tant qu'on n'aura pas les garanties qu'il faut pour préserver la sécurité du nord d'Israël. Par rapport à la Turquie, tu as beaucoup parlé des Druzes, mais il y a un autre allié potentiel d'Israël, c'est les Kurdes. Je n'ai pas parlé des Kurdes, c'est vrai. Les Kurdes sont un véritable allié, et c'est vrai qu'il y a des liens aussi avec le monde kurde. Là aussi, il y a, appelons ça des ponts aériens, et j'en dirai pas plus, entre le monde kurde et le monde israélien. Ça passe non pas par automatiquement le territoire syrien, ça passe par d'autres territoires, mais toujours est-il qu'il y a, je dirais, un lien très fort entre les Kurdes et Israël. Et tu as raison, parce que c'est vrai que j'avais complètement zappé.
Je vais faire un petit détour par la Judée-Samarie et après, on descendra un peu plus au sud et on reviendra sur la question iranienne. La Judée-Samarie est un territoire qui est comme une cocotte minute qui risque d'exploser à tout moment. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des opérations de Tsahal ou du Shabak qui se font sur ce territoire-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est très complexe parce qu'on doit avoir un renseignement précis, technologique, mais aussi humain. Pourquoi humain? Parce qu'il y a encore quelque temps, on connaissait plus ou moins les organismes, les organes qui étaient liés au monde terroriste. Or, depuis maintenant un certain temps, vous avez des jeunes qui se décident le matin d'aller faire un attentat n'importe où. Comme on l'a vu avec malheureusement cette femme en Samarie, Salah Guez, qui est malheureusement qui a été assassinée. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit auparavant, la population de Judée-Samarie n'a plus du tout confiance dans le pouvoir actuel de l'autorité palestinienne. Corruption, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, cette population aujourd'hui se tourne complètement vers le Hamas, qui continue à aider ces populations-là avec l'aide de l'Iran. D'abord, c'est par l'arrivée d'armes sur ce territoire. Ces armes, elles arrivent en général de la frontière jordanienne. Tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais de la Jordanie. C'est une frontière qui est à peu près étendue sur 300 km et qui, malheureusement, est encore trop poreuse. Même si, depuis maintenant un certain mois, il y a tout un travail pour justement la rendre beaucoup moins poreuse et pour éviter qu'il y ait ces armes qui traversent le territoire israélien, qui arrivent en Judée-Samarie. Il y a aussi la question du financement du terrorisme et des terroristes de Judée-Samarie. Et je vais raconter une petite anecdote que j'ai déjà racontée dans d'autres endroits. Il y a 4 mois de cela, ou 4 ou 5 mois de cela, a été arrêté aux abords de Jérusalem un homme qui allait se faire exploser concrètement dans le centre de Jérusalem, dans le tramway. Cet homme avait 57 ou 58 ans. Il était instituteur. Il était de Jenin. Il avait une femme. Il avait 3 enfants. Et il n'était pas du tout fiché par les services israéliens. Rien. Instituteur classique, il ne faisait rien. Sa femme n'était pas fichée. Ses enfants n'étaient pas fichés. Des gens qui n'avaient rien de... Voilà. Et donc, là, quand il y a eu le débrief et quand il y a eu les interrogatoires, à un moment donné, on est arrivé à la vérité. La personne a avoué qu'elle était en phase terminale d'un cancer, qu'elle en avait encore pour 1 mois et demi, 2 mois à vivre, et qu'elle était prête à se faire exploser pour faire vivre sa famille. La question du financement est une question cruciale, et tant qu'on n'arrivera pas à trouver une solution au flux d'argent qui arrive dans les mains de familles de terroristes, alors je ne dis pas, il y a quelquefois des familles qui n'ont rien demandé, pour dire clairement les choses. Quelquefois, la personne a décidé d'être terroriste, mais sa femme ou ses enfants ne sont pas automatiquement, que les choses, ne faisons pas non plus une généralité, ok? Mais est un véritable problème. Et il va falloir aussi, à un moment donné, trouver les solutions. Et il y a eu plusieurs propositions, et même Mahmoud Abbas a fait des propositions, mais on sait très bien que ces propositions, c'était un pas en avant, 2 pas en arrière. Pourquoi? Parce que lui aussi est acculé. Parce que lui aussi sait très bien que si demain, il y a des élections sur la Judée-Samarie,
bah, c'est le Hamas qui gagne. La Judée-Samarie est quelque chose où il va falloir aussi, comme Gaza, que Israël, quel que soit le gouvernement, que ce soit celui-là ou un autre, peu importe, puisse s'asseoir et dire clairement ce que l'on veut faire avec ce territoire-là, avec cette population-là, et comment on va le gérer. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une poudrière qui risque d'exploser à tout moment. Alors vous allez me dire, oui, on peut faire venir des gens qui viennent habiter en Judée-Samarie, mais il va falloir aussi habiter le Golan, il va falloir aussi habiter le Negev, et c'est vrai que, disons-le clairement, pas tout le monde va pouvoir habiter Tel Aviv. Et tant mieux, il y a trop de monde à mon avis. Mais toujours est-il qu'il va falloir à un moment donné que Israël s'assoie, réfléchisse à son volet aussi historique, mais aussi idéologique. Parce que dans le fond, derrière tout ça, c'est peut-être qu'Israël n'a pas trouvé les bons mots pour définir ce que ça voulait dire d'être sioniste au XXIe siècle. C'est-à-dire que oui, on connaît le sionisme du XXe siècle et on est aujourd'hui le 15, hein, c'est ça. Hier, c'était, enfin, dans le calendrier loisite, c'était le 77 ans de l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Mais alors on savait à l'époque que les gens qui venaient avec une pelle, une pioche, créaient ce pays et allaient l'irriguer, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément de jeunes qui viennent avec, je dirais, leur ordinateur, avec leur matière grise. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être sioniste aujourd'hui au XXIe siècle? Est-ce que c'est un sionisme qui va devoir vivre ce qu'on appelle les colonies ou la Judée-Samarie? Moi, j'appelle ça la Judée-Samarie, j'appelle pas ça des colonies. Voilà, il va falloir à un moment donné, il va falloir réfléchir à ça. Mais pour ça, il va falloir à un moment donné aussi faire un stop and go, réfléchir et construire. Non pas pour nous, parce qu'on est tous ici d'un certain âge. Oui, je vois pas de, voilà. Mais pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Je vais descendre un peu plus bas et on va aller vers le Yémen, et là je reviens sur la question libanaise, sur la question iranienne. Le Yémen, d'ailleurs, Yémen, c'est un mot hébreu qui veut dire Yémina. Yémina à droite. Pourquoi? Parce que quand on regarde le soleil à l'est, le Yémen était à droite, au sud. D'où le nom de Yémen. Jusqu'au VIe siècle, la grande majorité de la population yéménite était juive, d'ailleurs. Aujourd'hui, on est face à une problématique qui s'appelle les Houthim. Et d'ailleurs, même l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sont cassés les dents, pour dire clairement les choses, sur cette problématique-là, puisqu'ils ont mené une guerre pendant 4 ans et ils n'ont pas réussi. Les Houthis, c'est 70 000 hommes qui aujourd'hui tiennent la capitale du Yémen, Sanaa, Hodeida aussi le port, et d'autres, le centre, je dirais, et le sud, le nord-est. Il y a 4 mois de cela, il y a eu une discussion entre les Américains et Israël, et les Américains ont demandé à Israël de ne pas s'occuper du Yémen. Israël a accepté d'externaliser le problème. La question du passage des bateaux, donc du commerce international, c'est normalement une question qui aurait dû être gérée par une puissance internationale où les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, tout le monde aurait dû être dans cette affaire, comme ça l'a été d'ailleurs en 1956 avec l'histoire du canal de Suez. Mais ça n'a pas été fait. Donc les Américains ont décidé, nous ont demandé, on a dit OK, on a laissé faire. Et il y a à peu près un peu plus d'un mois et demi, il y a 2 porte-avions américains qui sont arrivés vers le golfe d'Aden, en mer. Et depuis un mois et demi, c'est vrai, il y a eu des bombardements quotidiens américains sur les terroristes du Yémen, les Houthis, en détruisant essentiellement leurs bases de lancement, leurs dépôts d'armes, et aussi il y a eu des éliminations de certains cadres Houthis.
Nous, on regardait cela avec un œil et beaucoup de points d'interrogation, parce que pendant ce mois et demi, Israël, maintenant avec celui d'aujourd'hui, ça fait 20 ans, Israël a reçu 29 tirs de missiles balistiques sur son territoire, avec celui d'aujourd'hui. 95%, 97%, on va dire, ont été interceptés par dôme de fer, par la défense aérienne israélienne. Mais il y a toujours, le ciel ne peut pas être complètement hermétique à 100%. Ce n'est pas, voilà. Et il y a eu dernièrement un missile balistique qui est tombé très proche de l'aéroport Ben Gurion, qui a fait des dégâts matériels, qui a blessé quelques personnes, assez légers, mais par contre qui a fait énormément de dommages économiques. Les Houthis ont la volonté de vouloir isoler Israël économiquement, et beaucoup de leurs tirs sont en direction du port d'Ashdod, du port de Haïfa, du port d'Ashkelon et de l'aéroport Ben Gurion. Aujourd'hui, on est face à une nouvelle donne qui est loin d'être évidente aujourd'hui pour nous, parce qu'il y a eu un accord concrètement entre Donald Trump et les Houthis. Une sorte de pacte de non-agression. Pourquoi ? Parce que les Américains, ils ont eu 2 avions qui ont été touchés par des missiles Houthis. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être ce pacte pour les Américains, mais concrètement, nous, comme il y a encore 1h30, on continue d'être touchés par les missiles qui visent la population israélienne. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident. À un moment donné, vous en avez ras-le-bol, pour dire clairement les choses, de courir dans votre abri. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, parce que vous ne voyez pas la fin. Les Houthis sont financés par l'Iran, donnent des gages à l'Iran. Derrière tout ça, c'est un autre combat qui touche la question aussi du Soudan. Mais à un moment donné, il va falloir aussi que le monde entier, et l'Occident plus particulièrement, prennent ses responsabilités, parce que c'est tout le commerce international qui est impacté par cette affaire Houthis. Et donc, Israël est peut-être le bouc émissaire, mais à un moment donné, on ne peut pas aussi lui mettre tout sur le dos. Alors c'est vrai qu'on est déjà face à pas mal de fronts, et donc plus ce front. Et c'est vrai que je peux vous dire que pour des avions de chasse, d'arriver sur le Yémen, ce n'est pas quelque chose de aisé. C'est 2000 kilomètres. Et le grand danger, c'est au moment du ravitaillement en l'air, où les avions prennent des risques innombrables. Je ne sais pas comment les choses vont se terminer. Toujours est-il que pour nous, en Israël, nous sommes face à une nouvelle donne où il va falloir qu'on gère nous-mêmes la question Houthis. On a souvent rigolé, on a souvent plaisanté sur les Houthis, mais toujours est-il que tous les jours, nous recevons un missile balistique. S'ils pouvaient nous donner plus ou moins les horaires, ça nous arrangerait, mais bon, on ne l'a pas. Mais toujours est-il qu'on est face à cette problématique. Et c'est là où je fais la boucle et je reviens sur l'Iran. Parce que nous tapons régulièrement, nous allons à 2000 km pour taper le territoire yéménite. Mais la tête du serpent, on sait très bien où elle se trouve. La tête du serpent, elle se trouve à Téhéran. Et la question aujourd'hui est de savoir si on n'a pas intérêt aujourd'hui à taper Téhéran. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et au début de mon propos, rentrer sur le territoire iranien, en tout cas taper les infrastructures nucléaires, ce n'est pas possible pour nous. Par contre, arriver sur le territoire iranien, on l'a déjà fait. C'est possible, et on leur a montré
On pouvait même toucher Téhéran. Il va falloir se poser la question si on doit faire avec les Américains ou sans les Américains. On a eu une fenêtre de tir entre l'élection de Trump et son intronisation, où il y a eu des signaux, où on avait un pseudo-feu vert, puisqu'il y avait son conseiller qui n'était pas encore son conseiller, qui avait écrit dans le Wall Street Journal des choses relativement claires, et on avait senti que les choses, mais bon, complexes. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a la question nucléaire, mais il n'y a pas que la question nucléaire en Iran. Il y a aussi tout le volet économique. Et aujourd'hui, en Israël, et je fais partie d'un organisme sur lequel on a énormément réfléchi là-dessus depuis pas mal de mois, et on a écrit, et on a amené, et aujourd'hui ça monte de plus en plus. Il y a aussi tout le volet économique où Israël pourrait très bien, demain, et là elle en a la capacité seule, de remettre l'Iran au niveau de l'âge de pierre. L'Iran vit sur trois axes économiques. Le pétrole, le gaz, les drones. Les drones, je vous en ai parlé au tout début, aujourd'hui ils sont très, très forts. Le gaz et le pétrole se situent à la frontière entre l'Irak et l'Iran, donc dans une zone où, franchement, Israël peut avoir accès rapidement. Les zones de raffinage se trouvent pas très 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 loin. Les zones de stockage sont aussi à quelques centaines de kilomètres, non pas très très loin. Et le port qui transporte tout ça est aussi dans une zone qui est, je dirais, dans un environnement régional où stratégiquement Israël pourrait mener une opération simultanée qui pourrait mettre tout ça à plat. La question qui se pose, est-ce que l'on doit le faire ou pas? Parce que si demain, Israël, je dirais, mettait à plat l'économie iranienne, ça veut dire qu'elle mettait à plat ses champs de pétrole et ses champs de gaz. Ça veut dire que nous tous, on irait à la pompe, et je peux vous dire que le prix, il va grimper. Oui, il n'y a pas de non, non, non. Oui. Et le monde aujourd'hui a une trouille de l'augmentation de tout ce qui est matière première, et elle a déjà eu, je dirais, une expérience avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où le prix des matières premières a explosé. Derrière tout ça, c'est que si Israël menait cette opération sur le territoire iranien, il ne serait pas suffisant. Pourquoi il ne serait pas suffisant? Parce que si derrière, vous n'éliminez pas non plus le régime des mollahs, ça ne servira à rien. Et donc, la question, c'est aussi comment faire ça en parallèle avec ce qu'on appelle la révolution qui se passe aujourd'hui en Iran. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que tous les jours, où que vous soyez en Iran, il y a des manifestations, et il y a des meurtres, il y a des assassinats, et le pouvoir iranien est dans une situation de crispation par rapport à ces manifestants. Pourquoi je vous parlais aussi de cet acte, ce que j'ai oublié de vous le dire, pourquoi économique c'est important? Aujourd'hui, un pays comme l'Iran reçoit, par exemple, 700 millions de dollars par mois des Chinois, en contrepartie d'avoir évidemment du pétrole. Si demain ils ne peuvent plus avoir leur pétrole, je vous promets, les Chinois n'iront plus payer pour rien, même s'ils ont des velléités autres de... La question est de savoir, est-ce qu'on ira jusqu'au bout pour liquider le régime des mollahs? Or, la population iranienne a énormément, je dirais, d'inquiétude
d'interrogation si le monde occidental ira jusqu'au bout dans cette révolution qu'ils veulent mener. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, dans le fond, cette révolution iranienne, elle n'a pas commencé depuis ces derniers temps. Elle a commencé déjà il y a quelques années. Et à l'époque, il y avait un président en Iran qui s'appelait Ahmadinejad. Et il y avait énormément de manifestations à l'époque en Iran. Et à l'époque, le président américain, Barack Hussein Obama, avait décidé d'aider ces populations iraniennes. Et il y avait eu des contacts entre les services de renseignement américains, la CIA, et ces mouvements de révolte. Et au moment où les Iraniens ont demandé l'aide américaine, quand ils allaient passer à l'acte, concrètement, les Américains ne sont pas arrivés. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne au bout du fil. L'écran radar était vide. Et il y a une répression sanglante en Iran, à Téhéran. Et il y a eu ce président iranien qui s'appelait Raisi, qui a explosé dans un hélicoptère, qu'on a d'ailleurs dénommé le boucher de Téhéran. Et son pseudo, boucher de Téhéran, venait justement de cette période où il avait, je dirais, massacré sa propre population à Téhéran. Donc oui, il y a une possibilité, mais attention, parce que si nous menions cette opération, ça veut dire qu'il va falloir aussi aider à la révolution iranienne, installer un nouveau pouvoir et évidemment reconstruire très rapidement les infrastructures pétrolières et gazières pour justement. Mais aujourd'hui, quand je vous parle de cela, ce n'est pas tout à fait d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un autre, je dirais, une autre vision géostratégique, géopolitique de la région. Puisque aujourd'hui, il y a une volonté, en tout cas pour les Américains, de trouver un accord avec les Iraniens, comme ils veulent trouver un accord avec l'Arabie saoudite, comme ils veulent trouver un accord avec le Yémen, parce que dans le fond, n'oublions pas une chose, le président américain, c'est America First. C'est sa théorie, c'est sa philosophie. Et je peux le comprendre, il a été élu pour ça aussi. Mais c'est vrai que dans le cadre des relations, dans le cadre des extrapolations que nous, en Israël, on aurait pu faire, on se situe aujourd'hui dans une vision stratégique, géopolitique, qui diffère. On va voir comment les choses vont évoluer. Elles vont évoluer très rapidement et je pense que nous sommes aujourd'hui face à une nouvelle configuration du Moyen-Orient, avec, dans le fond, aussi un retour à des équilibres, quand on regarde le verre à moitié plein, qui nous sont peut-être, qu'on le veut ou non, plus propices. Parce que, dans le fond, on revient aussi à un conflit entre chiites et sunnites. Et on l'a vu, quand Israël a été attaqué par l'Iran il y a un an de cela, on a vu des pays sunnites aider Israël. On a vu la Jordanie, on a vu les Émirats arabes unis, on a vu l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, je voudrais vous dire aussi quelque chose, une petite parenthèse. Il y a 6 mois de cela, je suis tombé sur un parcourant Google, hein, comme tout le monde. Je suis tombé sur un journal, un journal de réflexion d'Arabie saoudite, plutôt axé sur les questions religieuses, cultuelles. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait pas un rabbin, je sais pas comment, un moufti, un imam, merci, qui avait une analyse qui était très intéressante, qui disait, voilà, le dénominateur du monde arabe a bougé de la Mecque vers Jérusalem. Et tout s'est focalisé sur Jérusalem. Et nous, en Arabie saoudite, on fait faire tout pour que ce dénominateur, qui est Jérusalem est le 3e lieu de l'islam. Hein. Je vous rappelle que Jérusalem n'est pas cité dans le Coran. Mais faire revenir
ce curseur, en tout cas, sur la Mecque, puisque c'est le centre de l'islam, en tout cas pour le monde sunnite. Et donc, c'était assez intéressant parce qu'on voit aussi que derrière tous les enjeux politiques, militaires, géostratégiques, il y a aussi des enjeux d'équilibre au sein de l'islam. On va être confronté concrètement face à des moments qui vont être difficiles. La guerre, elle n'est pas terminée. Je vous le dis franchement, je suis désolé de vous le dire. Et j'espère d'ailleurs que la prochaine fois que je reviendrai, je n'aurai pas à porter ce pins. Toujours est-il que nous sommes encore en guerre. Je pense qu'on va être en guerre encore pendant toute l'année 2025. Je vous le dis franchement. Après, les choses vont se décanter d'une façon ou d'une autre. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est deux choses. D'abord, il faut que vous ayez confiance en l'État d'Israël et en des forces de défense israéliennes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations qui se passent en Israël parce que nous sommes un État démocratique et chacun a le droit de dire. Mais je voudrais simplement aussi rappeler une chose. Que les gens que vous voyez manifester à Kaplan, ou à Kaplan, etc., ce sont les premiers qui sont montés dans leur cockpit le 7 octobre. Les gens qui manifestent à Kaplan, ce sont tous en général des gens qui sont combattants, qui sont officiers, qui n'ont pas peur d'aller au feu, qui sont aussi un exemple. Simplement, ils ont peut-être un avis différent sur ce qui se passe aujourd'hui dans la société israélienne. Et parce que nous sommes dans un État démocratique, on a le droit de le dire. Et c'est ce qui fait notre force. Et ce n'est pas ça qui a mis en danger l'État d'Israël le 7 octobre, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a été une vision stratégique d'une position géographique qui existait depuis 15 ans ou 16 ans, où on a même laissé passer délibérément de l'argent pour nos propres ennemis. Ce que je voulais vous dire, c'est franchement avoir confiance dans les forces israéliennes et dans le peuple israélien. Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'Israël, on est fatigué. Il y a des gens, on a rappelé là 10 000 hommes. Ça va être leur 4e, 5e tour de Melouim. Certains vont arriver à 500 jours. Cette guerre coûte à Israël l'équivalent à peu près de 250 millions de dollars par jour. On a eu une notation au niveau des agences de notation qui nous ont baissé. Ça veut dire qu'Israël va devoir emprunter à un taux plus supérieur et donc cette guerre, on va devoir la payer pendant de longues et longues années, même si on a une économie qui arrive quand même à trouver ses points forts. Mais moi, toujours est-il que j'ai l'espoir et je sais très bien qu'on s'en sortira. Comment, je ne sais pas, mais on s'en sortira et je pense qu'il y aura des solutions et je pense qu'on reviendra à un climat beaucoup plus apaisé. Ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, et c'est quelque chose de très important, pendant des années et des années, Israël, dans le fond, s'en foutait un petit peu de la diaspora. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin de la diaspora, quelque chose qui était... qu'on ne comprenait pas. Or, depuis le 7 octobre, Israël a compris l'importance de la diaspora et elle a compris aussi qu'elle avait besoin d'une diaspora forte. Elle a besoin de cette diaspora forte parce qu'Israël ne peut pas être face à tous les fronts. Et il y a aujourd'hui des liens très très forts qui se sont passés et peut-être que le logiciel aussi a changé. Et Israël, justement, quand on parle de logiciel, et c'est ce que je voulais vous dire aussi sur Gaza et que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'Israël va aussi devoir changer de logiciel dans sa tête. C'est-à-dire que depuis maintenant pas mal d'années, Israël avait changé son logiciel et avait pris un logiciel, et on pensait comme à New York, à Washington, à Paris ou à Londres. Or, nous vivons pas là-bas, nous vivons au Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, la donne est complètement différente. Et quand on parle du Moyen-Orient, il faut réfléchir comme au Moyen-Orient et faire comme au Moyen-Orient, mais cela veut dire, quand je dis faire comme au Moyen-Orient, ça ne veut pas dire aussi de perdre notre éthique et nos valeurs. Par contre,
Quand tout à l'heure je vous parlais de Gaza, et peut-être d'arriver sur le territoire gazaoui, les Arabes, souvent, comprennent la victoire quand c'est une victoire territoriale. Et quand on regarde l'histoire des guerres d'Israël entre 1948 et cette dernière guerre, on a conçu la victoire et elle a été comprise par nos ennemis quand il y a eu une prise de territoire. 48, 56 non, 67, 73 aussi avec un petit bout qu'on a repris sur le Golan, 82 non, 2006 non, 94 non. Aujourd'hui, peut-être. Peut-être. Et il n'y a que ça, malheureusement, parce que nous sommes face aussi à des gens qui comprennent aussi que ce langage. Ce que je voudrais vous dire, et je vais conclure et je vous donnerai la parole, c'est qu'Israël a besoin de vous. Et vous savez, dans Tsahal, chaque personne est un maillon, et chaque maillon est important. Aujourd'hui, ce n'est pas que dans Tsahal, ou ce n'est pas simplement sur le peuple d'Israël, c'est surtout le peuple juif qu'on a besoin de tout le monde. Et si je dois vous demander quelque chose aujourd'hui, c'est que j'ai envie que vous deveniez tous, à chacun à votre titre aussi, aujourd'hui, des soldats d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. Et aujourd'hui, être un soldat d'Israël, ce n'est pas simplement être quelqu'un avec une arme sur un poste frontière ou sur le terrain. Aujourd'hui, on a tous une arme. Et cette arme, je vais vous montrer ce que c'est. Si je retrouve d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a pris mon téléphone? Ah oui. C'est ça. Ça. Tout simplement. Ça. N'ayez pas peur. Apprenez, lisez, répondez. Mais répondez. Si vous avez peur, prenez un pseudo, j'en ai rien à faire. Mais allez-y. Personne ne vous blessera derrière un écran. Mais si chacun de nous le font, à un moment donné, il y aura cette petite goutte. Parce qu'on le veuille ou non. Et je terminerai par là. Nous sommes le peuple de la lumière, le peuple de la vérité, et qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, la vérité, elle regagnera et elle reviendra.